Et pour découvrir cette deuxième édition du Top 50 de l'économie sociale et solidaire, je vous présente mes invités. Thierry Sibieud, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes professeur titulaire de la chaire Innovation et Entrepreneuriat Social à l'ESSEC Business School. À vos côtés, Fabien de Castilla, bonjour. Bonjour. Le co-directeur général de l'association ARES. Tiens, je commence avec vous. C'est quoi ARES ? ARES, c'est un groupe d'entreprises d'insertion qui existe depuis 30 ans et dont le métier est de lutter contre l'exclusion. Et pour réaliser cette mission, on développe ce qu'on appelle des entreprises tremplins. Des entreprises qui vont recruter des personnes éloignées de l'emploi, les salarier pendant une période d'environ 1 an, et à l'issue de ce parcours, les accompagner à trouver un job pérenne dans notre société. Donc c'est un sas, un tremplin entre une situation de précarité et une situation pérenne dans notre société. Oui, avec plusieurs structures différentes. Vous faisiez partie des lauréats, des 50 lauréats de la première édition de ce Top 50, c'est le cas de le dire. Et effectivement, on a la chance de faire partie des topistes du Top 50. Ah, les topistes, je crois qu'on dit les topistes. On m'a dit de dire les topistes. Ok. Qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça représentait pour vous, ça ? En fait, c'est une vraie crédibilisation de notre démarche. Oui. Il y a peu d'organismes aujourd'hui tiers qui crédibilisent l'action de groupes associatifs comme ARES. Et donc, ça permet de montrer la qualité des réalisations qu'on réalise en termes d'impact social. Ouais. Et c'est intéressant parce que cette question de la crédibilité de l'entrepreneuriat social et solidaire, elle est au cœur de notre débat. Thierry Sibieud de l'ESSEC, elle est partenaire de ce Top 50 qui a été créé par BNP Paribas avec Care News. C'est quoi l'ambition de ce classement ? Pourquoi il a été fait ? C'est d'abord de mettre en visibilité un certain nombre d'initiatives particulièrement positives pour la société. On ne va pas dire vertueuses parce que la vertu c'est compliqué. On s'aperçoit que ceux qui prêchent la vertu, c'est souvent pour les autres et pas pour eux. Donc on va parler de démarches positives. C'est l'idée aussi de légitimer les choses. Et puis c'était aussi de voir qu'une grande banque comme BNP Paribas s'engage. C'est une bonne nouvelle. Alors on peut toujours dire il faudrait qu'ils fassent plus. Oui, c'est vrai, ils devraient faire plus. On leur dit toute la journée, faites plus. Mais je crois que c'était aussi une façon de montrer que l'économie sociale et solidaire, c'est pas simplement une chapelle de militants dans leur village gaulois, mais c'est des acteurs qui sont porteurs d'un vrai projet, d'une vraie forme d'organisation et de gouvernance pour justement régler des problèmes que la société ne sait pas régler. Ouais. Et alors, quand je parlais de crédibilité, ça suppose aussi de valider la démarche. C'est un peu l'objectif aussi de ce Top 50. D'ailleurs, la deuxième édition est révélée ce jeudi 10 février. Comment vous évaluez les entreprises ? C'est pas si simple. Alors effectivement, vous avez raison, hein, le rôle de l'universitaire de service, c'est évidemment d'apporter une garantie méthodologique. Oui. Alors, il faut être très modeste, hein, parce qu'il y a plein de biais, il y a plein d'incertitudes. Hein. Cette évaluation, c'est un phénomène extrêmement complexe. Mais il y a un moment où c'est pas parce que c'est complexe qu'il faut pas y aller. Et Paul Valéry disait, ce qui est exact est compliqué, et ce qui est simple est faux. Mais bon, il faut accepter que un peu d'erreur pour avancer. Moi, j'ai vu robustesse, solution, engagement, responsabilité. Ça, c'est les grands mots, ça. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Première idée, c'est de regarder quel est le bénéfice apporté à la société, quel est le plus. J'ai parlé de société positive. Ça, c'était à peu près 40% de la note. Après, vous aviez la solution. Alors, qu'est-ce qu'on entend par solution ? C'est est-ce que c'est innovant ? Est-ce que c'est réplicable ? Vous avez dans le top 50, vous avez des petites associations ou des petites entreprises qui démarrent. Puis vous avez aujourd'hui, ARES est un des gros acteurs avec 1000 salariés. Donc vous aviez cette dimension-là de la solution. Après, il y a la notion d'engagement. Qu'est-ce que l'organisation fait au-delà de sa propre activité pour contribuer à l'écosystème ? C'est quelque chose qui est important. Il y avait bien sûr la pérennité. Alors, quand on est sur de l'entreprise sociale, une entreprise, c'est pérenne jusqu'au moment où ça n'est plus. Hein. Voilà, donc c'était un point qu'on regardait. Et puis, tout ce qui est pratique responsable, puisque, comme vous le savez, c'est pas parce qu'on est entreprise de l'économie sociale et solidaire qu'on est vertueux par nature. Alors, je vais reprendre ce terme que je n'aime pas, mais Jean-Marc Borrello, le président du groupe SES, dont une des associations est parmi les topistes, dit statut n'est pas vertu. Et effectivement, il y a une nécessaire vigilance à avoir. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur la transparence. Pour vous donner un exemple, Fabien était dans le comité des parties prenantes qui avait été rassemblé pour faire évoluer le questionnaire. Et puis Fabien a eu envie de postuler de nouveau. Et donc il s'est retiré du comité pour justement garantir le fait que c'était quelque chose de rigoureux. Alors justement, Fabien de Castilla, est-ce que vous pensez que cette économie sociale et solidaire, qui est quand même
on est dans un mouvement qui devient important, avec de plus en plus d'entrepreneurs, jeunes ou pas d'ailleurs, qui se placent dans cette perspective-là. Est-ce qu'elle a besoin, cette économie, de se structurer, de se consolider aujourd'hui ? Alors, je pense qu'elle s'est beaucoup développée, effectivement, ces dernières années. On est passé d'un ensemble de villages gaulois un peu dans leur monde qui s'est ouvert, et le monde s'est aussi ouvert sur cette économie sociale et solidaire. On parle même d'entrepreneuriat social, d'impact. Aujourd'hui, les mots évoluent et ont un sens. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, cette économie sociale et solidaire, pour reprendre vos termes, elle a besoin d'accélérer, elle a besoin de grandir, elle a besoin de se structurer. Et ça passe notamment par le recrutement de nouveaux talents, où aujourd'hui, c'est un secteur qui a besoin de recruter les personnes qui sont en capacité de porter des projets innovants et à impact. Mais est-ce que c'est plus facile qu'avant ? Notamment, alors évidemment, il y a beaucoup de sources de recrutement, il n'y a pas que les grandes écoles, mais si je fais un focus sur les grandes écoles, c'est peut-être plus dans la démarche des diplômés de se dire tiens, je vais donner du sens à mon premier job et aller vers l'économie sociale et solidaire. Est-ce que c'est vrai ça ? Alors, il y a de plus en plus de personnes, et heureusement il y a des personnes comme Thierry qui font bouger les lignes dans les grandes écoles. Après, concrètement, agir dans l'entrepreneuriat social, c'est quand même quelque chose de, je pense, un peu plus difficile que dans une entreprise classique, parce que vous conciliez à la fois un business classique avec de l'impact et avec une solution sociale ou environnementale. Et ça crée une sorte de dissonance qui est compliquée à gérer au quotidien, puisque vous devez concilier la rentabilité, de l'efficacité économique avec de l'impact social pour des personnes, par exemple, qui n'ont pas travaillé depuis longtemps chez ARS. Vous l'enseignez, ça est-ce qu'il y a une demande de plus en plus forte ? Oui, indiscutablement oui, depuis 20 ans, puisqu'on a créé la chaire a 20 ans cette année. Oui. Bon anniversaire. Donc merci. On a indiscutablement oui. Alors maintenant, on est quand même sur une démarche où, comme vous le savez, le monde a changé. Et le discours que moi je tenais aux étudiants il y a 5 ou 10 ans, quand ils intégraient la chaire et qui était interpellant, c'est le discours de l'école aujourd'hui. C'est ce que tout le monde dit. Ouais. Donc l'enjeu de l'économie sociale et solidaire, l'enjeu des entrepreneurs sociaux, c'est de montrer que non seulement ils parlent, mais ils font. Donc d'un côté c'est formidable, parce qu'on a convaincu, voilà, le discours est intégré, mais de l'autre, qui fait quoi ? Parce que c'est assez facile de dire on fait de l'impact. Le mot impact, qui est un mot qui a beaucoup de sens. De plus en plus, c'est ce qu'on appelle en bon français le purpose washing, quoi. C'est ça. On se déclare à impact, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Ça mange pas de pain. Et donc, c'est ce qu'on appelle les mots valises. Hein. Nous, on aime bien dire ça. On met ce qu'on veut dedans. Et donc, ça pose la question de l'évaluation. Et en fait, pour nous, aujourd'hui, notre nouvel horizon, on va dire, c'est de promouvoir une évaluation qui soit dans toutes les entreprises qui se réclament de ces actions à impact et qui permettent, comme on évalue la performance financière, comme on évalue les performances comptables, d'évaluer le degré d'engagement. On ne demande pas à tout le monde de faire, 30% de bénéfices par an, par exemple. Eh ben, on ne demande pas à tout le monde de faire le même degré d'impact. Mais ce qui nous paraît important, c'est d'être en capacité d'attester de qui fait quoi et de à quel degré, à quelle intensité, avec quelles ambitions et quels objectifs. Fabien de Castilla, est-ce que votre entreprise, votre association, est-ce que vous les voyez, puisque au sein d'ARES, il y a plusieurs entités, inspirées des entreprises de l'économie, je mets des guillemets, classique ? Est-ce que de plus en plus, vous voyez cette porosité entre l'une et l'autre ? Alors totalement, je pense pour deux raisons. C'est d'abord qu'on est un secteur qui s'est énormément professionnalisé. Il y a 20 ans, quand on proposait des parcours d'insertion, concrètement on collait des étiquettes dans des ateliers, des activités à très faible valeur ajoutée. Aujourd'hui on fait de la réparation, aujourd'hui on fait de la préparation de commandes, ce qu'on appelle des WMS, des logiciels informatiques. Donc il y a une vraie professionnalisation qui a été imposée par le fait que même si on fait de l'impact, on agit dans l'économie de marché et on se doit d'être au niveau de qualité des entreprises classiques. La deuxième raison, c'est qu'on voit vraiment un mouvement de fond des entreprises qui souhaitent s'engager et faire de l'impact. Et quand elles souhaitent le faire, souvent elles viennent se tourner vers des acteurs qui en font déjà, comme ARES. Et ces 10 dernières années, on a notamment développé ce qu'on appelle des joint ventures sociales. Les joint ventures sociales, ce sont des sociétés hybrides co-créées par une association et par une entreprise. Et donc en fait, on se marie avec une entreprise et on a vraiment cette dimension militante d'aller réconcilier ces deux univers. Moi, je ne crois pas à l'univers de l'ESS dans son coin. Ça ne se développera pas et on n'aura pas d'impact. Ça pose aussi la question des entreprises à mission. On recevait ici le patron, le directeur général du groupe Rocher, qui a sorti un rapport il y a quelques semaines. Il dit qu'il y a autour de 400 entreprises à mission en France aujourd'hui. Comment vous percevez ce mouvement ? Est-ce que vous vous dites que finalement, ma première réaction, c'est de dire c'est pas tant que ça, 400 en 2 ans, parce que c'est les 2 ans de la loi Pacte. Et puis il me disait, mais finalement, c'est quand même aller relativement vite. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée ? Oui, je suis d'accord avec l'idée que c'est une très belle opportunité qui est offerte aux organisations, aux entreprises qui ont envie de s'engager.
et cette idée qu'on inscrive dans les statuts, parce qu'une raison d'être, une mission, on n'a pas attendu la loi pour l'avoir. Mais la grande nouveauté, c'est qu'on l'inscrit dans les statuts. Donc on crée de l'irréversibilité et on crée un devoir de redevabilité. Il faut rendre des comptes. Bien sûr. Et donc ça, ces deux éléments-là sont cruciaux. Alors après, pour moi, c'est un très beau pari sur l'intelligence collective. C'est-à-dire que c'est un très bel outil. Si on s'en saisit convenablement et si donc on travaille sur ce langage commun qu'on doit avoir, ces outils de mesure, ces outils d'évaluation, alors oui, ce sera une réussite. Et c'est pas si mal 400 parce que effectivement aujourd'hui il y a encore cette incertitude sur si je m'engage, est-ce que je vais être mesuré. Et alors je voudrais juste rajouter un point parce que Fabien est modeste, mais l'inventeur de la joint venture sociale, il est là. La première joint venture sociale qui a été créée, elle a été créée, c'était Loggins, c'était le groupe Ares avec un groupe qui s'appelait d'Entresangles à l'époque, Camion Rouge. Maintenant c'est passé chez les Américains. Et c'est la première joint venture sociale qui a été créée. C'était la première fois qu'on avait cette idée de marier. C'est drôle parce que ma dernière question, elle portait sur l'innovation. Bon, donc vous y avez en partie répondu, mais c'est l'économie sociale et solidaire, c'est un levier d'innovation? Alors nous, on est constamment dans des logiques d'innovation. C'est inscrit dans l'ADN d'Ares depuis sa création il y a 30 ans. On a développé des modèles à destination des personnes handicapées, d'autres pour des détenus, en créant des entreprises d'insertion dans les prisons, des structures d'insertion au bord de la mer pour accompagner des SDF parisiens en fin de carrière, entre guillemets, jusqu'à la retraite. Donc ça fait 30 ans qu'on développe des innovations. Pourquoi c'est obligé, en fait, d'une certaine façon? Pourquoi c'est obligé? Parce que le projet d'Ares, c'est non seulement d'accompagner les personnes en difficulté, mais c'est aussi de faire émerger pour essaimer ensuite des solutions pour notre société. Donc on a vraiment cette vocation de créer quelque chose qui soit ensuite réplicable pour la société. Et on est constamment en train de penser à quelles sont les fragilités, quels sont les nouveaux publics qui seront en difficulté et comment les accompagner. On travaille en ce moment, par exemple, pour vous donner une illustration, sur comment est-ce que je crée des parcours vraiment professionnalisants pour qu'à l'issue d'un parcours d'insertion, la personne ait suffisamment de compétences pour ne pas retomber dans des trappes de pauvreté dans les prochaines années. Donc ça, c'est une forme d'innovation en créant des passeports de compétences sur une période restreinte. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus nous présenter ce top 50 de l'économie sociale et solidaire. C'est l'heure de Smart Ideas, une start-up en pleine lumière.